Il n'est rien dont la nature s'offense. C'est une phrase que j'ai tirée de la Nouvelle Justine, cette œuvre que Sade n'avoue pas, et qui est publiée en 1797, et je l'ai pris en exergue de La philosophie dans le boudoir, qui paraît en 1795, toujours anonyme d'ailleurs, comme ouvrage supposé posthume de l'auteur de Justine. Justine était paru en 1791, un roman à succès pendant 3 années. Je vais vous parler donc de la philosophie dans le boudoir pour donner un cadre à ce qui sera ensuite l'objet de la représentation, le fameux pamphlet français, encore un effort si vous voulez être républicain. Dans la philosophie dans le boudoir, on ne peut pas séparer le pamphlet central, si vous voulez, de la mise en scène globale. Dans l'ouvrage en question, la philosophie dans le boudoir, l'auteur se réclame à plusieurs reprises de ce qu'il appelle le flambeau de philosophie, le saint flambeau de la philosophie. Et il renvoie toujours à des lecteurs éclairés, aux Français éclairés auxquels il s'adresse, et ces images renvoient bien sûr à ce que l'on appelait les Lumières. Et Sade s'inscrit dans le droit fil de l'esprit des Lumières, ce qui fait que, je reprends tout simplement pour définir les Lumières, la fameuse définition qui en avait été donnée par Kant dans le petit opuscule Qu'est-ce que les Lumières, paru en 1784, c'est d'ailleurs exposé à la Fondation Bonne-Mère, il est toujours dans la vitrine 18e, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. L'état de tutelle, c'est l'incapacité de se servir de son entendement sans la conduite d'un autre. Sapere aude, ose savoir, et le courage de te servir de ton propre entendement, voilà la devise des Lumières. Vous verrez, Sade est exactement dans ce droit fil. La première idée, par conséquent, du projet des Lumières, c'est l'autonomie qui suppose une émancipation de la tutelle, notamment religieuse, de ce qu'on appelle la superstition, de ce qu'on appelle les préjugés, et donc l'usage que l'on doit faire de la raison. Et ceci vous explique également la violence extrême, nous en dirons quelques mots, des attaques portées par Sade contre la religion. Mais à l'intérieur de cet ouvrage, Philosophie dans le boudoir, le fameux pamphlet français, encore un effort, si vous voulez être républicain, qui apparaît dans le 5e dialogue de l'ouvrage, est un pamphlet qui entend, est-il dit, contribuer au progrès des Lumières. Et ce pamphlet nous renvoie, l'expression intéressante, au pacte social, dont s'institue depuis 1789, justement, le gouvernement républicain. Alors, l'expression « le pacte social » nous intéresse parce que, j'ai évoqué Kant, nous allons rencontrer maintenant une deuxième figure essentielle, cruciale, celle de Rousseau, celle du second discours et celle du contrat social. Je vous rappelle, le chapitre 6 du livre 1 du contrat social s'appelle « Du pacte social ». Le contrat social a été publié en 1762. Ça a été un échec commercial, mais il y en a eu une circulation clandestine, et c'est seulement en 1791 que Sébastien Mercier donne le témoignage suivant, que cet ouvrage de Rousseau, qui était autrefois le moins lu de tous ceux de Jean-Jacques Rousseau, est aujourd'hui celui que tous les citoyens méditent et apprennent par cœur. Bien, Sade connaît son Rousseau. D'ailleurs, il en mentionne dans la philosophie dans le boudoir à 2 reprises, 2 passages tirés de la Nouvelle Héloïse, qui est un roman qu'il appréciait particulièrement, la fameuse objection de Rousseau à l'adultère et la lettre concernant le suicide. L'objectif avoué
du pamphlet est de fonder autrement les mœurs. Et les mœurs qui vont servir de motif quand on voudra promulguer des lois. À l'arrière-plan, et c'est la troisième référence avant que nous commencions d'aborder le texte de Sade, à l'arrière-plan, c'est encore Kant que l'on trouve, la critique de la raison pratique cette fois, qui date de 8 années auparavant, qui date de 1788. Et un article très célèbre de Jacques Lacan, qui était paru dans la revue Critique en 1900, dans la revue dite Critique en 1963, va instrumentaliser dans un titre célèbre Kant avec Sade. Il est le premier à avoir établi ce rapport entre Kant et Sade à propos de la loi morale. Vous verrez, nous ne serons pas à un paradoxe près. Alors, vous me direz, là, votre surprise, je vous assomme avec Rousseau et avec Kant et encore avec Lacan, que de philosophie là-dedans. Alors qu'il s'agit, à ce que vous pourriez croire, ou à ce que l'on en dit, d'un ouvrage libertin, parfaitement scandaleux, totalement immoral, dont le sous-titre c'est « Les instituteurs immoraux », enfin, c'est ce qu'on trouve sur la page de départ du premier dialogue, et un ouvrage qui est organisé de façon dramatique. On peut dire comme un jeu avec personnages, ainsi qu'on définissait le théâtre au Moyen-Âge. Donc, il y a une mise en scène, il y a les personnages, il y a des dialogues, ça s'organise de façon dialectique, en 7 dialogues, où s'exécutent, le mot qui est employé à chaque fois, des tableaux parfaitement obscènes qui s'arrangent selon une mise en scène qui est à chaque fois très soigneusement réglée et progressive au monde, n'est-ce pas, je vois en intensité du début jusqu'à la fin. C'est d'ailleurs un défi à porter ça au théâtre, mais on a choisi que le pamphlet central, qui est une grande tirade de philosophie. Donc, on procède ici à l'éducation, c'est l'objectif avoué, on procède à l'éducation libertine d'une jeune vierge de 15 ans, Eugénie, qui est mise entre les mains de 2 instituteurs, Madame de Saint-Ange, qui a 26 ans, flanquée de son frère, le chevalier de Mirvel, qui en a 20, et le roué d'Olmancé, qui est présenté comme, je cite, le plus célèbre athée, l'homme le plus immoral, un homme qui réunit en lui toutes les qualités, irréligion, impiété, inhumanité, libertinage. Et par libertinage, on entend toute la série prostitution, adultère, inceste, viol et, le plus important, sodomie. Et au-delà, il y aura encore le meurtre, n'est-ce pas, enfin, ou les délices de la cruauté. Donc voilà, entre les mains de qui on met cette vierge de 15 ans qui va se révéler très vite, évidemment, on peut dire à la hauteur des attentes de ses instituteurs. Le récit se déroule en alternant méthodiquement, progressivement, la théorie et la mise en pratique. Donc, c'est d'abord un traité d'éducation sexuelle, procédant par des dialogues, et si je dis des dialogues, c'est donc quelque chose qui peut aussi nous renvoyer, qui se réclamer des dialogues socratiques. Après tout, le disciple est ici quelqu'un qui se rend à la dialectique du maître, et Eugénie est toujours amenée à suivre, elle pose des questions intelligentes d'ailleurs, et à suivre les remarques et les propos, les indications de Dolmancé. En même temps, c'est un traité d'éducation sexuelle qui s'élargit aux dimensions d'un ouvrage de philosophie, et de philosophie des Lumières. Vous saurez tout sur la nature, sur la matière, c'est le plus brillant traité d'athéisme que l'on ait jamais écrit, et d'un matérialisme radical. Et en même temps, c'est une initiation. C'est-à-dire qu'on va initier ici la Vierge au plus secret mystère de Vénus, donc une initiation au sens, le mot est employé tel quel dans l'ouvrage, donc une initiation comme on entend dès l'initiation antique au sexe et à l'effroi dans la Villa des Mystères de Pompéi. Mais ce n'est pas Pompéi où nous sommes dans un lieu qui, disait Lacan, rivalise avec l'académie de Platon, le lycée d'Aristote et la Stoa, c'est-à-dire le portique des stoïciens. Ce lieu nouveau, c'est le boudoir. Et il
il ne faut pas s'arrêter là, car ce traité d'éducation sexuelle, qui est un ouvrage de philosophie, qui est en même temps une initiation au mystère de Vénus, s'autorise aussi d'une tradition, mentionnée ouvertement, de l'utopie de Thomas More, l'utopie de Thomas More est publiée, je vous rappelle, en 1516. C'était un traité sur la meilleure forme de constitution politique déguisée en une fiction inspirée justement des découvertes du Nouveau Monde. Et vous verrez d'ailleurs que ça ne se fait pas faute de se référer, de renvoyer aux découvertes des voyages du Nouveau Monde, Amérique, Afrique, etc. Thomas More avait eu l'intention d'écrire d'ailleurs une défense du communisme platonicien, y compris celui des femmes, et c'est à ce communisme des femmes que fait allusion d'ailleurs Sade. Donc, cette tradition de l'utopie, c'est quelque chose qui nous ferait passer du mythe de l'Atlantide, par lequel, au fond, dans le Timée de Platon, il reprend la République, à la Nouvelle Atlantide de Francis Bacon, qui date de 1627, qui fut le rêve d'une société par et pour la science. Seulement, Sade va détourner allègrement cette tradition de l'utopie à ses fins propres, qui sont celles de l'immoralité, pour prouver la débauche, la sodomie et la cruauté. Et je le répète, tout y passe. Exemple tiré de l'histoire antique, même le bon Plutarque en fait partie, récits de voyages et de découvertes du Nouveau Monde et des terres exotiques, l'Amérique, l'Afrique, la fameuse reine Zanga d'Angola, la reine Amazone, 1769, publiée par un missionnaire jésuite. Vous pouvez le trouver d'ailleurs sur Internet, sur votre iPhone, vous cliquez, n'est-ce pas, et vous verrez le texte complet, 260 pages à lire, sur la reine Zanga. Dieu sait si Sade y fait particulièrement référence. Il pervertit de même, d'entrée de jeu, le roman libertin. Alors là, nous allons avancer d'un pas. Parce qu'il commence par, c'est le premier dialogue, il commence par une revue en détail du corps féminin. Et ça, il le fait en toute impudeur. C'est le début du troisième dialogue. Le corps est à nu. Le corps est exposé dans ses parties les plus intimes. C'est Madame de Saint-Ange qui sert ici de cobaye. Et ceci de façon clinique, anatomique. Le langage utilisé pour nommer les parties est le langage vulgaire, le langage grossier, le langage le plus cru. À l'époque, quand je faisais l'étude des familiaux du Moyen-Âge, seul texte à la hauteur de Sade, je disais c'était le langage du double C, en 3 lettres à chaque fois. Ça a un sens. C'est celui de désidéaliser totalement la chose. C'est le refus des métaphores et des détours. Bien sûr, Madame de Saint-Ange commence par évoquer les monts de Vénus pour désigner les saints. Elle parlera du sceptre de Vénus pour désigner le membre, mais c'est tout. Après, on va trouver un langage défiant l'honnêteté, et donc je ne me permettrai pas de rapporter devant vous. Ce n'est pas le langage, vous pouvez le lire, ce n'est pas le langage du désir, c'est le langage de la jouissance. C'est un blason du corps féminin qui défie l'honnêteté et qui est fait sans concession. Du coup, les artifices, les faux-semblants, les séductions, le phare du langage, tout ça s'est écarté d'entrée de jeu, et c'est important que ça soit volontairement présenté ainsi chez Sade. Ce n'est pas le lieu de l'ouvrage. Nous dirions, pour me faire comprendre plus simplement, qu'avec ce troisième dialogue, on est exactement dans ce que nous appelons maintenant le porno. Sade, c'est du porno. Ce n'est pas dans l'érotique. Il ne s'agit pas d'amour à cet égard. Il s'agit de foutre. C'est le seul mot que je me permets, puisqu'il y revient à plusieurs reprises. C'est le maître mot, si je puis dire, c'est le signifiant maître d'ailleurs de tout cet ouvrage. Et je dirais que, ce mot répété avec délectation et provocation, je dirais que ça, c'est aussi fort, aussi décisif, une rupture aussi forte, aussi décisive dans le domaine littéraire que l'a été le ruban de Marion
dans les Confessions de Rousseau, c'est-à-dire cette singularité qui est la plus irréductible dans l'autobiographie. Ça, c'était une nouveauté de Rousseau absolue. Vous n'avez pas ça chez Montaigne, et donc de ce point de vue-là, je dirais que les deux grandes ruptures, celle de Sade et celle de Rousseau, sont ici à prendre en compte. Dans les deux cas, c'est l'inavouable, c'est le non convenable qui fait irruption sur la scène littéraire. Chez Rousseau, pour dire la vérité d'un sujet, d'un cœur à nu, chez Sade, pour dire la vérité des corps qui sont exposés nus. Si on prolongeait, on dirait pas de Céline sans Sade, pas de Freud sans Rousseau. Il y a une citation d'ailleurs d'Olmancé qui dit à un moment donné « N'avons-nous pas acquis le droit de tout dire ?» Je vous rappelle que tout dire, c'était le programme que se donnait Montaigne dans les essais. Or, ce lieu du corps, comme lieu de jouissance, le réserve normalement à l'obscur, à l'ombre, à ce qui ne se dit pas. Sade va lui donner un nom. Et ce nom, c'est la nature. Et là, c'est un nouvel effet de sidération dans le contexte du XVIIIe siècle. La nature, si on la lit à travers Rousseau, c'est le nom de la pureté, de la bienveillance, de la pitié, cette vertu du cœur qui nous permet de faire le court-circuit direct, même dans le monde corrompu par la société où nous sommes, pour rejoindre l'état de nature, voire une idée de l'état de nature. Là, non. Là, ce sont au contraire toutes les passions, tous les caprices, toutes les pulsions qui inspirent le libertinage sans aucun frein moral. C'est un renversement complet. Au point même, pour faire sentir la nature de ce renversement, la nature dont se réclame Sade, c'est ce que nous appellerions, je disais le porno, c'est ce que nous appellerions en fait le contre-nature. Hein, la sodomie, l'inceste, donné comme contre-nature, la tradition religieuse bien sûr. Ou le dénaturé, être sans pitié, c'est être dénaturé. C'est quand même ça. C'est ça ce qu'il appelle la nature. Donc, vous voyez bien le renversement qui se produit ici. Au fond, Sade, je dirais, procède, tout en étant sur le pôle opposé, il procède exactement comme Rousseau. Il définit un postulat qui va avoir une fonction critique, qui va être un levier pour soulever le monde, pour bouleverser les choses. Rousseau pense, comme vous le savez, une genèse de l'organisation sociale, de l'état civil, qui prend en compte non pas une continuité d'essence, mais des discontinuités depuis les origines, des sauts, des hasards, sans quoi on resterait toujours dans le même état. Par exemple, il y a eu des catastrophes naturelles qui nous ont fait passer ainsi de l'état de nature à l'état de jeunesse du monde. Il y a eu l'invention de la métallurgie qui nous fait passer à l'état de guerre. Donc il y a eu progressivement une dénaturation de l'homme, et le contrat social chez Rousseau, c'est une deuxième dénaturation, mais une dénaturation d'un être dénaturé, donc c'est une négation de la négation, par quoi on espère rétablir quelque chose de ce qui de ce qui avait été perdu, mais récupéré autrement. Ça n'a l'air de rien, mais ça veut dire, chez Rousseau, qu'il n'y a rien de naturel, ni d'intangible, dans l'état actuel des choses. Demandez-vous pourquoi Rousseau plaît tant à la Révolution. Il y aurait pu en effet, les choses auraient pu se passer autrement, ou ne pas être ainsi. Quand Rousseau dit l'homme, du contrat social, l'homme est né libre et partout il est dans les fers, cette référence suffit immédiatement à bousculer tout l'ordre existant des choses. Donc la référence... Parce que c'est facile de se moquer de Rousseau, c'est facile de dire que c'est un état de pure nature, ça ne veut rien dire, ça n'existe pas. Mais aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'avec ça, vous faites sauter l'organisation sociale elle-même. Au nom de la nature, au nom de cet état où vous êtes tous nés libres et égaux en droit, à ce moment-là, ce qui existe, au fond, n'a plus aucune légitimité. Ce n'est pas du Locke que l'on a avec Rousseau. C'est un levier. Et ce levier de Rousseau va lui permettre de faire rentrer en plus, qu'on ignore toujours, le réel dans l'histoire. Ce n'est pas pour hasard que je citais les catastrophes naturelles, l'avancée de la métallurgie, etc., pour faire passer d'un état à un autre. Eh bien,
Et en plus, ce que Rousseau ajoute, c'est que l'ordre, qui est ainsi précaire, même une fois renversé, est un ordre qui reste guetté par son échec. Il n'y a pas de progressisme chez Rousseau, ce qui est aussi un gros avantage que l'on a à la lecture de Rousseau. Eh bien, Sade, je dirais, utilise la nature, qui est supposée être la source de toutes les passions et de tous les excès, il l'utilise, et en partant du même présupposé de Rousseau que tous les hommes sont nés libres et égaux en droit, il utilise cette nature, donc on peut dire ici excessive, incitante au libertinage, il l'utilise pour rejeter précisément, pour faire sauter tous les verrous de ce qui réprime et de ce qui condamne ses penchants et ses pulsions. Ces choses-là, dit Sade, mais c'est dans la nature. Ce que vous appelez des crimes, des offenses, mais c'est dans l'ordre naturel des choses. D'où une subversion de la morale au nom de la nature reconnue et rétablie dans ses droits. De même que vous avez une subversion sociale de l'état civil, politique, à partir de la référence à l'état de pure nature. Et ce que dit Dolmancé, que je cite ici, cet appel, cette injonction, n'ayez plus d'autre frein que celui de vos penchants, d'autres lois que vos seuls désirs, d'autres morales que celles de la nature. Et si vous voulez que je mette les points sur les i avec Madame de Saint-Ange, en foutant, nous accomplissons les lois de la nature. En foutant, que ce soit avant ou pendant le mariage, et bien sûr hors mariage. Ça, c'est la position sur la nature. Encore faut-il fonder cela philosophiquement. Et ça, c'est le sens des dissertations dont Dolmancé va émailler ici le traité d'éducation sexuelle et la mise en place des tableaux qui doivent s'exécuter. C'est des dissertations qui vont porter sur le matérialisme et sur l'athéisme de Dolmancé. C'est la première grande dissertation du troisième dialogue, c'est le premier grand développement du pamphlet français, encore un effort. Vous devez donc bien comprendre, et ça c'est une révolution philosophique extraordinaire, que le mouvement est inhérent à la matière. La matière agit. La matière se meut seule. La matière, par son énergie, peut créer, produire, conserver, maintenir, balancer tous ces globes de l'immense espace, comme il est dit. Par conséquent, l'hypothèse de Dieu comme agent créateur est totalement inutile. Si vous accordez à la matière la propriété du mouvement, Dieu n'est plus nécessaire. C'est une révolution par rapport à toute l'Antiquité. Qu'est-ce que la nature? C'est la matière en action. Du coup, ça c'est le premier point, du coup, on résout le problème, la question du mal. Parce que, comme dit Sade, Dieu serait quand même le plus détestable des êtres en permettant le mal sur la terre, alors que sa toute-puissance pourrait l'empêcher. Rappelez-vous Voltaire et le désastre de Lisbonne. Tandis que si on s'en tient, si on fait l'économie de l'hypothèse de Dieu, en s'en tenant à la seule nature, eh bien on reconnaît quoi? On reconnaît les injustices essentielles aux lois de la nature, et on s'aperçoit que la nature ne désire le bien qu'en compensation du mal qui sert à ses lois. C'est une acceptation du réel conçue comme un équilibre perpétuel entre ces deux mouvements. Autant de bien que de mal est nécessaire à cet égard. Après tout, c'est l'équilibre naturel que vanteront les milieux écologiques plus tard. Troisièmement, comment opère la nature? Ah, alors ça, c'est la deuxième grande dissertation du troisième dialogue de Dolmancé. Je vous invite, n'est-ce pas, à faire une lecture très très sérieuse quand vous aurez fini de ce livre. C'est à propos de la question de savoir si l'action d'attenter à la vie de nos semblables est ou non un crime. Il faut avoir le cœur bien accroché quand on lit ça, hein, bien sûr.
que dit Dolmancé, c'est la chose suivante. La destruction est une des premières lois de la nature. Rien de ce qui détruit ne saurait être un crime. Le meurtre, d'ailleurs, n'est pas une destruction. Ce n'est faire que varier les formes. La nature, oui, parce que évidemment, il y a une sorte de paradoxe permanent dans le texte. La nature, c'est un cycle de destruction qui rend possible de nouvelles créations. Et là, il y revient dans la première dissertation du 5e dialogue. Rien ne se régénérerait sans des destructions. Et le pamphlet reprend encore et développe ce thème en long, large et en travers, au nom de la poursuite ardente de la vérité, au nom de ce droit de tout dire. L'homme, comme les plantes, comme les animaux, naît, croît et retombe dans le néant. Je cite, « Si l'éternité des êtres est impossible à la nature, leur destruction devient donc une de ses lois. Si elle ne peut parvenir à ses créations sans puiser dans ces masses de destruction que lui prépare la mort, de ce moment il n'y a plus d'anéantissement constaté, ce que nous appelons la fin de l'animal qui a vie ne sera plus une fin réelle, mais une simple transmutation dont la base est le mouvement perpétuel, véritable essence de la matière. La mort n'est donc plus qu'un changement de forme. » Mais si vous vous reportiez au plus grandiose ouvrage jamais écrit de tous les temps, qui est le De Rerum Natura de l'immense Lucrèce, n'est-ce pas, au 3e livre, à la prosopopée de la nature, d'ailleurs un ouvrage qui commence par une invocation à Vénus, l'épicurien de Lucrèce ici, eh bien vous y verriez précisément exactement la théorie sadienne. Vieillesse toujours cède au monde nouveau qui la chasse, et toute chose doit en reformer une autre. Au gouffre ténébreux du Tartare, nul n'est livré. Il faut de la matière pour les générations nouvelles qui, leur vie accomplie, te suivront dans la mort, puisqu'aussi bien que toi, jadis, elles moururent. Ainsi les êtres ne cessent de naître l'un de l'autre, nul ne reçoit la vie comme propriété. Usufruit seulement, telle est la loi pour tous. Et vois derrière toi quel néant fut pour nous l'éternité du temps avant notre naissance. Tel est donc le miroir où la nature nous montre le futur, oui, le temps qui suivra notre mort. Qui perçoit-on jamais d'horrible et de funeste? N'est-ce point un état plus paisible que le sommeil? Nous sommes donc là au vers 960 et 75 du 3e livre du De Natura Rerum de Lucrèce. C'est cette grande tradition du matérialisme qui est là, bien sûr, derrière le texte de Sade. Quatrièmement, dans ces conditions que vient d'expliquer Dolmancé, aucune action n'est vraiment criminelle, non plus d'ailleurs qu'aucune ne peut s'appeler véritablement vertueuse, en raison d'ailleurs, dit-il, des différences constatables dans les mœurs, selon les climats et les pays. Et on convoque de nouveau l'histoire, la géographie, l'impératrice Zoé de Chine, la reine Zanga d'Angola, etc., etc. Donc aucune action, ni viol, ni inceste, ni meurtre, ni parricide, dans ce point de vue-là, ne peut être considérée comme des crimes. La cruauté, dit-il, est le premier sentiment qu'imprime en nous la nature. La cruauté n'est pas autre chose que l'énergie de l'homme que la civilisation n'a pas encore corrompue. Alors, c'est du Rousseau, n'est-ce pas? Mais vous voyez de quelle façon il est retourné ici. L'homme est né bon, c'est la société qui le corrompt. Eh bien voilà, cet état d'incivilisation, comme dit, que réclame et que revendique Sade, est cet état de la première cruauté. Donc le retournement à l'endroit de Rousseau est complet. L'homme est né avec une énergie que la civilisation corrompt. La nature ne nous conseille qu'une chose, qui est de nous délecter. Rien n'est égoïste comme la voix de la nature, et nous avons besoin en plus de sensations fortes et d'intensité. Donc, la nature ne nous conseille que de nous délecter, et n'importe aux dépens de qui. Ça, ce sont les considérations sadiennes dans toute leur, on peut
radicalité. Cette question de la destruction permet également de combattre vigoureusement la nécessité admise chez les humains de la propagation, c'est-à-dire de la procréation. Évidemment, la sodomie guide toute la pensée de Sade, de ce point de vue-là. Donc, condamner la sodomie sous le prétexte que c'est une perte de semence et que la semence ne sert à rien, et que ce serait là criminel au regard de la vie, ça ne fait que faire rire Sade, bien sûr, n'est-ce pas, à cet égard. Et donc, pour lui, s'épanouit l'essentiel du propos sadien, c'est-à-dire la jouissance sodomite, celle des bougres. Alors attention, on n'appelle jamais quelqu'un un bougre d'idiot, n'est-ce pas, parce que vous savez que ce que veut dire le mot bougre exactement, c'est un mot qui vient des Bulgarus, les Bulgares, qui étaient des hérétiques bogoniles, et qui donc, dans la tradition chrétienne, ont été définis comme sodomites. Et c'est comme ça qu'on appelle le mot bougre. Alors, le roué d'Olmancé se réclame, nous, les bougres. Eh bien, développement, c'est la supériorité de la jouissance par l'anus sur la matrice, c'est la supériorité de la jouissance entre les hommes, dont on devient ainsi, ce qui est une double jouissance, à la fois l'amant et la maîtresse, ou la garce. Sans comparaison avec ce qu'on a avec une femme, explique toujours Dolmancé. De cette conception sadienne découlent deux conséquences. La première, c'est cette charge d'une violence inouïe, blasphématoire, contre le Dieu des chrétiens tourné en dérision. L'histoire de Dieu racontée par Sade, c'est à mourir de rire. Il appelle ça un plat roman. D'ailleurs, il dit, ce n'est qu'en vous moquant des idoles que vous détruirez le plus efficacement les dieux, comme le faisait l'adroit Voltaire, comme le firent les sarcasmes de Julien. Et il appelle ça, alors, un esclave de Titus, ce vil histrion de Judée, le plat imposteur de Nazareth. Ça me rappelle en 1968, lorsque les situationnistes avaient lancé le slogan « À bas le crapaud de Nazareth ». C'est du Sade, n'est-ce pas, dans la violence blasphématoire. Dieu est un monstre, dit-il, un monstre qui perd à plaisir la créature que lui-même a formée. Et qu'est-ce qu'il a imaginé ensuite, nous dit Sade? Il n'a qu'un fils, je ne sais, ajoute-t-il, de quel commerce, parce que comme l'homme fou, l'homme a voulu que son Dieu foutît également. Je cite ça à ce sujet. C'est, alors ça continue, enfin je m'arrêterai là pour pas trop exagérer, c'est dans le sein d'une putain juive, c'est au milieu d'une étable à cochon que s'annonce le Dieu qui vient sauver la terre, etc., etc. Je vous renvoie à la lecture toujours de cet ouvrage. C'est votre infâme Dieu, ce qui vous renvoie à le fameux Ec lymphe, écraser l'infâme de Voltaire. Mais pourquoi en veut-il à ce point l'Église? Bien sûr, c'est que toute la tradition de l'Église condamne la sodomie comme étant le péché contre nature par excellence. Sade veut démontrer que justement, on ne peut pas criminaliser la nature, puisque ses goûts sont là, dans la nature elle-même. N'est-ce pas? Et donc, de ce point de vue-là, pour lui, faire sauter le verrou de la morale chrétienne est absolument fondamental. Sade est pour la sodomie, Sade est pour l'avortement. Tant qu'il y a perte et destruction, ça ne le gêne pas. Et d'autre part, c'est le christianisme qui prêche l'amour du prochain comme soi-même, ce que Sade rejette comme une absurdité, comme contraire à toutes les lois de la nature, puisqu'il revendique là un égoïsme fondamental. Le Dieu des chrétiens est donc l'ennemi principal. Et Dolmancé, d'ailleurs, chaque fois qu'il jouit, qu'il décharge, multiplie les blasphèmes, ce qui augmente encore l'intensité de la décharge. C'est que, au fond, ajoute-t-il, la religion, de façon générale, Lycurgue, Numa, Moïse, Jésus-Christ, Mahomet, tous ces grands fripons à l'ambition démesurée, dit Sade. Précise, citation. C'est que la religion, de façon générale, est, dit-il, incohérente au système de la liberté. Ça ne fonctionne pas pareil. Et Sade revendique une liberté, un absolu de liberté. S'il en faut quand même une de religion, à tout prendre, revenons au dieu du paganisme, ça sera le moindre mal. En tout cas, nous ne voulons plus d'un Dieu qui dérange la nature.
Ça, c'est le leitmotiv sadien. Le libertin, c'est un homme libre. Le libertin suit la voie de la nature. Et la voie de la nature nous dit une chose, jouis. L'autre conséquence, c'est de tirer de bonnes lois de cela pour la société humaine. L'athéisme, dit Pamphlet, est la seule chose qui convienne pour nous rendre ce degré d'énergie essentiel aux vertus républicaines. Parce que dans l'état où on se trouve, l'état de guerre, la République cernée de tous côtés, et de toute façon la guerre étant profondément immorale, pourquoi reproche-t-on aux hommes de se tuer entre eux, puis de toute façon la guerre le fait de façon instituée. Donc de toute façon, il nous faut de l'énergie. Et c'est seulement dans un état immoral qu'on a cette énergie. Et il le faut l'avoir sans espérer dans un monde meilleur, au-delà, ni craindre de plus grands maux que ceux que la nature nous a envoyés. Pour cela, il faudra donc une bonne éducation nationale et il faudra promouvoir de nouvelles mœurs. Ces mœurs qui vont servir, dit-il, de motif aux lois que l'on va promulguer. Le citoyen, je cite, le citoyen d'un État libre ne se conduit pas comme l'esclave d'un roi despote. On doit donc ajouter à la liberté de conscience, à la liberté de la presse, la liberté d'agir. Et donc, constate Sade, seul sera criminel ce que réprouve la loi. Donc il suffit de se contenter d'un petit nombre de lois, et si possible de lois douces, pour que tout le monde, dans la diversité infinie qui nous caractérise, puisse s'y plier. Ainsi, on supprime la peine de mort. Elle est inutile, ça n'a jamais réprimé le crime. Elle est illégitime. La loi, qui est froide par elle-même, ne connaît pas la passion qui peut légitimer le meurtre. La loi n'a aucun droit de tuer un homme. Argumentation forte contre la peine de mort. Ensuite, continue Dolmancé, on va décriminaliser les forfaits envers nos frères humains. Alors c'est toute la série calomnie, vol, libertinage, meurtre. Et là, j'attire votre attention sur ce point fondamental. C'est là la partie la plus scandaleuse, c'est la plus novatrice du texte de Sade. Il va fonder un droit étonnant. Et il va le fonder de façon toute kantienne. Pour prendre, au fond, si vous voulez, celui qui a permis de fonder en raison la morale pour fonder un droit qui est celui de l'immoralité, c'est un tour de force absolument sans précédent. En effet, il s'agit d'instituer des maisons de prostitution valables pour le plaisir des hommes, en même temps qu'il y en aura d'autres maisons de prostitution valables pour le plaisir des femmes. En partant d'une remarque sur l'état de nature selon lequel les femmes naissent vulgivagues. Vulgivagues, j'appellerais ça les promeneuses, c'est comme les clercs vagants au Moyen-Âge, les virici vagantes, n'est-ce pas? Ce sont les clercs vagants, vagabonds qui errent de place en place. Et bien là, ce sont des femmes errantes qui s'offrent à tout venant dans la foule. À partir de cette nature, il s'agit d'établir un droit, et c'est ce droit nouveau, de propriété, attention, un droit de propriété sur la jouissance, un droit universalisable. Si vous vous référez à Kant, je relisais quand même la critique de la raison pratique à cette occasion, je vais vous dire à quel point j'ai des lectures arides quand je lis ça. Pour qu'une règle soit recevable comme universelle en morale, en tant que la morale est une pratique inconditionnelle de la raison, il faut deux conditions. La première, que n'intervienne aucune considération d'un intérêt que l'on prend à la chose, d'une passion, voire d'une compassion. C'est ce que Kant appelle le rejet du sujet pathologique et qui, du même coup, libère le champ de la morale. Et deuxièmement, il faut que n'intervienne aucune autre raison qui ne soit tirée de sa maxime même, ce qui en fait un pur devoir, un impératif, ce qu'on appelle l'impératif catégorique. Tu dois parce que tu dois. Pour le bonheur de tous,
On va donc poser que tous les hommes ont un droit de jouissance égal sur toutes les femmes offertes à tous leurs caprices. Et on rétablit la balance. La jouissance de tous les sexes et de toutes les parties de leur corps est permise aux femmes comme aux hommes. Attention, tous les hommes étant nés libres et tous égaux en droit, jamais un acte de possession ne peut être exercé sur un être libre. Ce qui veut dire, comme il est dit explicitement dans le texte de Sade, qu'il est aussi injuste de posséder exclusivement une femme que de posséder des esclaves. Donc le droit de propriété sur la jouissance n'est pas du tout un droit de propriété sur la femme, ce qui serait contradictoire, mais c'est un droit de propriété sur la jouissance. Et donc la règle va se formuler comme le glose Lacan dans cet article auquel je faisais référence tout à l'heure. J'ai le droit de jouir de ton corps, peut me dire qui que ce soit, et ce droit, je l'exercerai sans qu'aucune limite m'arrête dans le caprice des exactions que j'ai le goût d'y assouvir. Ça vaut pour l'homme comme pour la femme et à l'égard des deux sexes à la fois. C'est ce détournement paradoxal, c'est le fondement de la loi morale, ce détournement paradoxal, mais en parfaite logique, de l'esprit humaniste des Lumières, celui des droits de l'homme qui se joue ici. Parce que dans l'esprit des Lumières, l'universalité, c'est quelque chose qui justement est destiné quelque part à apporter une restriction, à contenir l'exercice de la liberté, en apportant à la libre action des individus une restriction qui est fondée sur des droits inaliénables, par exemple le droit pour chacun à l'intégrité de son corps. Alors, il faut voir quand Eugénie dit à Dolmancé à la fin, mais de quel œil voyez-vous l'objet de votre plaisir que je suis, et Dolmancé lui répond comme absolument nul, ma chère. Il est parfaitement égal ce qu'elle peut penser ou ressentir à cet égard. Donc, Sade, lui, va poser cette universalité, il va la pousser jusqu'au point où elle emporte la satisfaction au-delà de toute limite. Ce n'est pas la restriction, au contraire, c'est cette sorte de portée ici au point limite, à incandescence. Il institutionnalise la rupture des freins sociaux et le renversement de toutes les lois. Par rapport à Rousseau, sur l'état de nature, on était dans l'ironie. Je dirais qu'avec Kant, on est dans l'humour noir. On pourrait d'ailleurs l'illustrer ainsi, je vous le rappelle. Vous savez que Kant, dans la catégorie pratique, va tirer parti du fait que dans la langue allemande, il y a deux mots pour rendre ce qu'on dit en latin ou en français bonum, ce qui est bon. C'est gute, qui est le bien, et wohl, qui est le bien-être. De même que pour malum, pour le mal, vous avez böse, qui est le mal, la méchanceté, et weh, c'est ce qui est douloureux ou ce qui fait mal. Donc, ce qui caractérise la loi morale pour Kant, qui d'ailleurs fait référence aux stoïciens brisés à ce moment-là, c'est que on n'est pas bien dans le bien. Que le bien, au sens moral, ce n'est pas le bien-être. Vous souffrez pour le bien. Être dans la loi morale, ça peut être douloureux. Le bien s'affirme dans le malheur. Sade, lui, affirme que le bonheur est dans le mal. Vous voyez très bien ici comment se fait le retournement par rapport à Kant. Et cela va s'afficher au terme de toutes ces pratiques luxurieuses dans ce cri de triomphe d'Eugénie à la fin, au moment où elle réunit toutes les jouissances dont je vous ai passé la gradation savante au fil des accouplements agencés de façon orgiaque. Enfin, ça, je vous le laisse découvrir. Je ne fais que vous introduire, si j'ose dire, à ce texte. Voici ce qu'elle dit. Me voilà donc, au même moment, elle est tout ça à la fois. Me voilà donc à la fois incestueuse, adultère, sodomite, et tout cela pour une fille qui n'est dépucelée que d'aujourd'hui. Si vous n'arrivez pas à imaginer comment on peut tout ça à la fois dans une même scène, reportez-vous à la fin, bien sûr, de la philosophie dans le boudoir.
Seulement, attention, rien n'est simple avec Sade. Sait-on jamais par quel bout le prendre? Combien de lettres de lui, après tout, disent bien sûr, il a conçu sans limite tout ce qu'il pouvait se concevoir, mais il n'a pas fait forcément tout ce qu'il a conçu. Et d'ailleurs, il énumère tous les biens, toutes les bonnes actions qu'il a accomplies dans le cours de sa vie. Il y a une personne à la fin d'Esprit Moreau, pourtant un libertin, un impie, qui se prêtait à toutes on peut dire les montages qui sont ici mis en scène. C'est le frère de Madame Saint-Ange. Il a 20 ans, il est vrai, il est jeune. Le chevalier de Mirvel. Et il ne peut pas supporter les conclusions de Dolmancé. Et je vous lis ce passage parce que c'est quand même un grand moment. Ça va vous surprendre par rapport à tout ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant. Le chevalier. Qu'il me soit permis, je vous en conjure, de reprendre en sous-œuvre et d'anéantir, si je peux, les principes de Dolmancé. Ah, qu'il serait différent, homme cruel, si, privé de cette fortune immense où tu te trouves sans cesse les moyens de satisfaire tes passions, tu pouvais languir quelques années dans cette accablante infortune dont ton esprit féroce ose composer des torts aux misérables. Jette un coup d'œil de pitié sur eux. N'éteins pas ton âme au point de l'endurcir sans retour aux cris déchirants du besoin. Quand ton corps, uniquement las de volupté, repose languissamment sur des lits de duvet, vois le leur affaisser des travaux qui te font vivre, recueillir à peine un peu de paille pour se préserver de la fraîcheur de la terre, dont ils n'ont, comme les bêtes, que la froide superficie pour s'étendre. Jette un regard sur eux, lorsque, entourés de mes succulents, dont 20 élèves de Comus réveillent chaque jour ta sensualité, ces malheureux disputent au loup dans les bois la racine amère d'un sol desséché. Quand les jeux, les grâces et les ris conduisent à ta couche impure les plus touchants objets du temple de Cythère, vois ce misérable étendu près de sa triste épouse, et, satisfait des plaisirs qu'il cueille au sein des larmes, ne pas même en soupçonner d'autres. Regarde-le quand tu ne te refuses rien, quand tu nages au milieu du superflu. Regarde-le, te dis-je, manquer même opiniâtrement des premiers besoins de la vie. Jette les yeux sur sa famille désolée. Vois son épouse tremblante se partager avec tendresse entre les soins qu'elle doit à son mari, languissant auprès d'elle, et à ceux que la nature commande pour les rejetons de son amour, privés de la possibilité de remplir aucun de ses devoirs si sacrés pour son âme sensible. Entends-la sans frémir, si tu peux, réclamer près de toi ce superflu que ta cruauté lui refuse. Puisque Dolmancé explique qu'il ne faut pas de charité, pas de bienfaisance, pas de pitié, etc. D'ailleurs, faire la charité et l'aumône, ça ne fait qu'encourager le vice, et ça ne permet pas au contraire de se fortifier. Barbare, ne sont-ce donc pas des hommes comme toi? Et s'ils te ressemblent, pourquoi dois-tu jouir quand ils languissent? Eugénie, n'éteignez jamais dans votre âme la voix sacrée de la nature. C'est à la bienfaisance qu'elle vous conduira malgré vous, quand vous séparerez son organe du feu des passions qu'il absorbe. Laissons là les principes religieux, j'y consens. Mais n'abandonnons pas les vertus que la sensibilité nous inspire. C'est du Rousseau, hein, que la sensibilité nous inspire. Ce ne sera jamais qu'en les pratiquant que nous goûterons les jouissances de l'âme les plus douces et les plus délicieuses. Tous les égarements de votre esprit seront rachetés par une bonne œuvre. Elle éteindra dans vous les remords que votre inconduite y fera naître et, formant dans le fond de votre conscience un asile sacré où vous vous replierez quelquefois sur vous-même, vous y trouverez la consolation des écarts où vos erreurs vous auront entraîné. Ma sœur, je suis jeune, je suis libertin, impie, je suis capable de toutes les débauches de l'esprit, mais mon cœur me reste, il est pur, et c'est avec lui, mes amis, que je me console de tous les travers de mon âge. Alors, c'est une tirade ici que vous voyez admirablement enflammée, et pourtant, évidemment, si je dis c'est du Rousseau là, à l'état pur que nous entendons, ce qui veut dire que Sade connaît très bien ce Rousseau, qu'il est capable aussi de tenir le même discours. Dolmancé triomphe néanmoins, la fin par conséquent va être absolument atroce et criminelle, avec la mère violée et cousue. Enfin, c'est là évidemment l'un de ces contradictions internes, de ces paradoxes intérieurs à l'œuvre.
Mais l'étrange, c'est que cet ouvrage, sous ses outrances scandaleuses, n'en délivre pas moins des propos qui gardent leur résonance à travers les siècles, sur cette déculpabilisation des penchants et des goûts. Rien n'est à réprimer car cela tient à l'organisation de l'individu qui n'est pas plus coupable que celui que la nature a créé contrefait. Sur la peine de mort, que la loi n'a aucun droit à exercer à froid. Sur l'émancipation des filles esclaves de leur famille. Ton corps est à toi seul, est-il dit à Eugénie. Sur le refus de subordonner la sexualité à la procréation. Sur le refus d'exercer un droit de possession par mariage ou autorité parentale sur un autre être libre et égal en droit, voire même sur le vol, l'atteinte à la propriété, qui peut être tout à fait concevable, comme dit Sade, puisqu'il s'agit en effet de décriminaliser même le vol. On peut se demander, dit-il, s'il est juste d'imposer à celui qui n'a rien de respecter celui qui a tout. Enfin, le pacte social, à quoi ça sert? Le pacte social, ça consiste précisément à céder un peu de sa liberté et de ses propriétés pour assurer ce qu'on conserve de l'un et de l'autre. Et je dirais de façon plus corrosive encore, n'invite-t-il pas à reconnaître dans la jouissance un au-delà du plaisir qui confine à la douleur et à la destruction et qui sera le nerf de l'instinct de mort chez Freud? À ce titre, Sade est salutaire comme Rousseau, et aussi bien, car tous deux apportent au sein des Lumières auxquelles ils participent une réflexion critique au regard d'un progressisme illusoire. Ils sont un moment critique dans le projet des Lumières, c'est leur grandeur. Je termine par deux citations qui contrebalancent tout ce que nous venons d'entendre. À la fin du dialogue entre un prêtre et un moribond, qui est le premier ouvrage écrit par Sade en 1782, il y a cette dernière parole du moribond au prêtre. Toute la morale humaine est renfermée dans ce seul mot, rendre les autres aussi heureux que l'on désire de l'être soi-même. Contrairement à ce que l'on peut penser, il y a aussi un humanisme sadien. Et puis il y a ce commentaire admirable de Yves Bonnefoy dans la revue qui s'appelait L'Improbable en 1949, à une phrase de Gilbert Lely sur Sade qui disait « Tout ce que signe Sade est amour ». Je lis rapidement ces quelques lignes de Yves Bonnefoy. Qu'est-ce donc qui séduit Gilbert Lely dans les ouvrages de Sade? Qu'est-ce qui lui permet d'écrire que cette œuvre redoutable et qui a tant effrayé est sortie d'une tête orphique, ou même que tel épisode des 120 journées de Sodome est un des avatars convulsifs de l'idéalisme humain? C'est justement, je crois, cette liberté jamais égalée de la parole, ce franchissement des limites de l'imagination et de l'expression, car alors, à nouveau, les fontaines du monde coulent, le devenir reprend, l'être brille. Tout ce que signe Sade est amour. Cela signifie qu'une telle audace, qui prend de court le réel, l'oblige à renoncer au sommeil de ses formes stables et rend la vie à ce qu'ensuite on pourra traiter tout à l'encontre des personnages de Sade avec amour.